Bonjour et bienvenue pour ce 8e Lab Santé de la dépêche du midi. Tout de suite, un mot bienvenue avec Nicolas Moscovici, rédacteur en chef adjoint à la dépêche du midi. Ça vous, Nicolas? Bonjour à tous. Bienvenue pour ce 8e forum santé que nous organisons ici dans les locaux de la Dépêche du Midi et que nous allons consacrer à une maladie qui nous ronge tous, le stress. Vous pourrez échanger avec nos experts tout au long de cette heure d'émission. Vous êtes nombreux à être connectés et à suivre ce forum. J'espère que vous pourrez avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez. En effet, on va répondre à vos questions qui sont déjà arrivées. Vous pouvez, comme l'a dit Nicolas, continuer à les envoyer au fur et à mesure de cette grosse heure que l'on va passer ensemble. On va consacrer effectivement cette heure et ce lab santé à la question du stress. Alors, le stress, mécanisme qui permet au corps humain de s'adapter à son environnement, mais quelles sont donc les conséquences réelles, parfois graves, sur notre santé? On connaît les mal de ventre, on connaît les essoufflements, les troubles du sommeil, les problèmes de peau, les problèmes musculo-squelettiques, mais la liste est longue en fait des effets et des conséquences. Comment y faire face? Comment se protéger? Quelles solutions? Comment la société et aussi le monde du travail vont-ils prendre ce mal du siècle au sérieux aujourd'hui? Ce Lab Santé en collaboration avec SICAT Occitanie, les laboratoires Pierre Fabre, la Ligue contre le cancer et Orpea. On va répondre à toutes vos questions avec nos invités, nos experts que je vais vous présenter tout de suite. Je salue le professeur Luc Théo. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service honoraire au CHU de Montpellier et vous êtes le président du réseau CICAT d'Homoplay, qui est un réseau pour aider à la prise en charge des plaies et cicatrisation. Un mot, en quoi ça consiste exactement, professeur? Alors, ça consiste à mettre à disposition des gens qui ne sont pas experts en plaie. C'est un domaine qui démarre un centre d'appel et des experts qui, dans moins de 48 heures, vont aider à conseiller, conseil, pas prise en charge, conseiller les acteurs locaux pour que la cicatrisation se fasse dans les meilleures conditions possibles. Avec nous également sur ce plateau, ici à la Dépêche du Midi, le docteur Maurice Bensoussan. Bonsoir docteur, psychiatre à Toulouse et président de l'Union régionale des professionnels de santé. Un petit mot sur le stress. Vous avez plus de travail qu'avant aujourd'hui ou pas? C'est toujours très difficile à évaluer si on a plus de travail qu'avant, comme le travail ne manque pas. Enfin, il y a beaucoup de travail et les aspects environnementaux doivent être intégrés dans notre travail au quotidien et dans leur impact sur le quotidien des personnes qui viennent consulter. En tous les cas, on est ravis de vous avoir avec nous. En ligne également avec nous et à distance, on va retrouver dans un instant Sophie Méry, qui est la directrice des thermes d'Avène du groupe Pierre Fabre. On connaît bien les particularités des eaux d'Avène, spécialisées dans le traitement des problèmes de peau et dans la recherche également sur les problèmes de dermatologie. Le docteur Sophie Bénichou est également avec nous. Bonjour docteur, à distance également en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Better Human and Company. C'est un cabinet de conseil pour les entreprises dans l'amélioration du bien-être au travail. Je signale également que vous êtes l'auteur aux éditions Erol de ce livre. Et si on travaillait autrement? Docteur, je commence un petit peu avec vous avec cette question. Là aussi, le stress au travail, ça fait 2 ans qu'on vit une époque pas commune. On est plus stressé qu'il y a 2 ans au travail, vous trouvez? Nous, on mesure le stress puisque je suis un expert, entre guillemets, justement de la gestion du stress dans les entreprises et surtout comment est-ce qu'on peut traiter les causes du stress. Et là, la période hors norme qu'on vient de vivre a bien montré qu'effectivement, on a eu beaucoup plus d'anxiété. D'abord parce que c'était une nouvelle maladie, donc on a eu peur de mourir. Donc il y a eu effectivement un stress plus élevé et on s'est retrouvé avec des difficultés parce qu'on a été confronté à plein de choses nouvelles. Mhm. Et le stress, c'est justement comment je m'adapte à ce qui m'arrive de nouveau. Et donc le télétravail, par exemple, a créé du stress. Parce qu'il a fallu qu'on s'adapte. Et les gens ont été formidablement adaptables. Ouais. Hein. Très honnêtement, tout le monde s'est vraiment mis, j'allais dire, dans des situations nouvelles, difficiles parfois, mais les gens se sont adaptés formidablement et beaucoup d'entreprises ont pu compter sur l'engagement de leurs salariés pour continuer l'activité. Alors, on va revenir sur ces questions de conditions de travail, de stress au travail, mais déjà, on va donner une définition. On va essayer avec vous, docteur Bensoussan et professeur Théo, la définition médicale du stress. Qu'est-ce qui se passe exactement? On vient de l'entendre avec le docteur Bénichon. On s'adapte, le corps s'adapte, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps?
Docteur Bensoussan. Oui, alors la définition du stress, je ne sais pas, on a parlé tout à l'heure de maladie, ça sera l'objet sûrement du débat, on y reviendra. Je ne sais pas si le stress peut être considéré comme une maladie, en tous les cas, c'est un état émotionnel qui est assez partagé et qui peut arriver à des constitutions d'états pathologiques. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant dans le stress, et ça vient d'être dit auparavant, c'est que le stress est implicitement lié à la question de l'adaptation et à tout ce qui peut être généré à partir de cette situation d'éveil, d'attention, de tension qui est générée par une situation donnée. Vous voulez rajouter quelque chose, professeur Théo? Oui, un élément positif, le stress peut être une façon de se concentrer suffisamment pour répondre à une tâche à faire. Le stress de l'acteur quand il va rentrer sur la scène du théâtre est plutôt positif. Donc il n'y a pas que des éléments négatifs dans le stress, il y a cette hyper concentration. Et après, il y a tout ce qui est changement de, et le docteur Bénichou l'a bien mentionné, tout ce qui est changement de situation inattendu et qui va créer un moment d'angoisse qui peut se pérenniser ou se transformer en quelque chose qui est peut-être extrêmement violent, l'hypersudation, les tremblements, le stress aigu. Alors, ça veut dire qu'il y a différents types de stress, docteur Bensoussan, et je vous passerai la parole après, docteur Bénichou. Non, pour bien peut-être commencer à aborder la question du stress, ça a été longtemps en médecine, le stress, par exemple, le modèle de l'expérimentation, pour essayer de créer à partir des animaux des pathologies, des comportements, des réactions à des stimuli qui pouvaient être excessifs et qui étaient dépassés. Donc bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une extension de ce concept expérimental avec d'autres remarques qui sont faites, d'autres progrès, et on voit comment le concept de stress envahit l'espace social à partir d'une situation assez exceptionnelle qu'est ce contexte épidémique, qui bien évidemment fait monter le niveau de vigilance, d'appréhension, de tension, avec tout un tas d'attitudes et de comportements qui sont liés à cette situation-là, qui peut générer, bien sûr, des états pathologiques, et on y viendra. Docteur Bénichou, je voulais rajouter quelque chose sur ces notions de stress. Pardonnez-moi, mais on dit bon ou mauvais stress. Est-ce que ça, c'est une énormité de ma part? Le stress, ça n'est pas une maladie. Le stress, c'est la vie. C'est normal. On est soumis à des tas de stimuli, comme venait de dire effectivement le docteur Bensoussan. Et en fonction de ces stimuli, ben, on a un stress aigu. C'est la fameuse décharge d'adrénaline que tout le monde connaît et qui est plutôt positive. Parce que qui nous permet d'avoir une meilleure concentration, par exemple, avant une épreuve, avant, effectivement, comme l'homme de théâtre, c'est le trac. Vous voyez, c'est tout ce qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne. C'est normal d'avoir du stress. C'est la vie. En revanche, attention au stress chronique, c'est-à-dire celui qui est permanent, celui qui est répétitif, celui qui est subi. Voilà, c'est celui-là qui peut être, à la longue, toxique pour notre santé. Qu'est-ce qui provoque le stress? Grande question. Je passe la parole. Le professeur Théo. Alors, je disais toute situation inattendue ou situation attendue dans laquelle le niveau de cortisol est mis, puisqu'on va être obligé de mesurer le stress quelque part. Et donc, on a quelques outils qui permettent de mesurer ce stress. Cette situation peut être celle d'une... Et dans mon domaine, c'est quelqu'un qui a une plaie aiguë va se retrouver dans une situation qui est très inconfortable, qui est nouvelle, qui remet en cause toute une série de sa vie et dont il va falloir s'adapter. Et au départ, il y a l'incertitude du milieu médical qui n'est pas en mesure de lui dire dans 12 jours, vous pourrez aller au rendez-vous qui était prévu. Donc cette rupture par rapport à un schéma qui était parfaitement organisé va lui créer un stress qui peut se chroniciser. Et dans la plaie chronique, c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire un état qui amène à la dépression. Cette répétition de douleur, par exemple dans la brûlure, tous les 48 heures, on leur fait des pansements sous anesthésie. À la sortie de la brûlure, de la baignoire, ils ont des douleurs. Ces douleurs sont répétitives et créent une espèce d'incapacité à lutter contre, mais de l'autre côté, une dépression qui est temporaire, mais qui est réelle. Docteur Bensoussan, ça veut dire que le corps, on va dire,
parle pour montrer un état de stress, quelle que soit la forme, j'allais dire. Alors, le corps peut parler, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est passionnant, en tout cas du point de vue des psychiatres, et puis d'autres collègues, sur la question du stress, c'est vraiment que le stress, d'une part, doit être pensé dans cette relation qu'il va y avoir entre l'environnement et l'individu. Et la capacité de chacun, ça vient d'être dit, à réagir d'une manière personnelle à la situation à laquelle il est confronté, qu'elle soit interne, somatique, qu'elle soit sur des facteurs externes. Et donc, c'est ce point de vue de l'influence de l'un sur l'autre qui est très intéressante. Et le stress aussi, même s'il n'est pas abordé toujours comme cela, vient en même temps amener à penser qu'il convient de décloisonner ce que les progrès de la médecine a aidé à cloisonner en différenciant ce qui appartient au corps, ce qui appartient à l'anatomie, ce qui appartient à la pathologie physique et de ce qui appartient à la santé mentale, au psychisme et aux émotions. Et la question du stress, dans ce qu'elle induit, nous amène à réfléchir à ces aspects-là et à penser un petit peu les pathologies qui peuvent émerger du stress, qui n'est pas une maladie, ça a été très bien dit tout à l'heure, à les penser sous une modalité ou un concept qui est celle de l'unité de l'individu, qui n'est pas séparé en d'un côté un corps, d'un côté un esprit. Alors, je voudrais saluer, puisqu'elle nous a rejoint, Sophie Méry, qui est avec nous depuis les termes d'Aven. Vous en êtes la directrice. Bonsoir, Sophie Méry. Les termes d'Aven, qui traitent, on va dire, un panel assez large de problèmes de peau. Est-ce que les maladies de peau liées au stress font partie du champ d'application? En tous les cas, on peut venir effectivement se soigner quand on a des problèmes de peau au terme d'Aven. Est-ce que ça fait partie de tout ça, Sophie Méry? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Ces indications de maladies chroniques dont font partie l'eczéma, le psoriasis, la dermatite atopique, c'est des indications de cure et des curistes qu'on reçoit ici. Et ce qu'ils apprécient énormément, c'est cette déconnexion puisque beaucoup de stations thermales sont en pleine nature du fait de l'utilisation des eaux thermales qui proviennent des rocheuses. Et souvent, ces pathologies chroniques, elles induisent énormément de grattage et on leur reproche souvent de dire « Oh, mais c'est parce que tu es trop stressé, c'est dans la tête ». En fait, pas du tout. Que ce soit l'eczéma ou le psoriasis, il n'y a pas d'origine nerveuse ou psychologique là-dedans. C'est juste que ça prend la tête, pour reprendre une expression, mais c'est pas dans la tête. Et ils vont retrouver, donc, en venant en cure, cette amélioration de la qualité de vie qui leur est prodiguée, auquel contribue l'environnement des stations thermales, pour les aider à moins se gratter, à retrouver notamment une qualité de sommeil, parce que c'est des pathologies dans lesquelles on rencontre du prurite, donc des démangeaisons nocturnes, et qui dit démangeaisons nocturnes dit impact important sur la qualité de vie. Donc l'attrait des cures permet de réduire et d'améliorer les insomnies et d'améliorer le sommeil. Docteur Bénichou, comment on quantifie le stress? Est-ce qu'il y a des critères objectifs? Est-ce qu'il y a des grilles de lecture pour quantifier le stress? Je crois que vous pourrez tous répondre, docteur Bensoussan aussi et professeur Théo. Mais je m'adresse d'abord à vous, docteur Bénichou. Particulièrement du stress au travail. Et donc oui, sur le stress au travail, aujourd'hui, on a des modèles scientifiques qui sont robustes, à partir duquel on peut faire des mesures avec un diagnostic très fiable. Donc on a des modèles, des tests qui s'appellent le test de Cohen, enfin bon, peu importe les noms, mais aujourd'hui on a vraiment une façon très fiable de pouvoir mesurer ce stress chronique, celui dont on parle là, c'est-à-dire celui qui va avoir des conséquences pour la santé. Et dans la définition, la question que vous posiez tout à l'heure, Christine, c'était de dire aussi, pour moi au travail, si vous voulez, le stress chronique, c'est quand on est confronté à un déséquilibre entre la perception des contraintes qui nous sont imposées par notre travail et, j'allais dire, la perception qu'on a des ressources pour y faire face. Alors c'est un peu compliqué comme définition, mais en clair, quand les gens sont en vrai stress chronique dans les entreprises, les gens nous disent: «Ça déborde, j'y arrive plus». Ils disent pas: «J'ai un déséquilibre entre mes contraintes et mes ressources», c'est pas comme ça que les gens y parlent. Ils vont vous dire: «J'y arrive plus. Je suis dans une incapacité à faire face». Et le vrai stress chronique, c'est l'incapacité à faire face. Et quand on parle effectivement des maladies de peau qui peuvent effectivement surgir après un stress chronique, c'est parce qu'en fait, on a, je pense,
chacun en tant qu'être humain, des points de fragilité dans notre organisme. Et donc, il y a des gens qui vont plus faire des maladies de peau dues à leur stress. Il y en a d'autres qui feront des troubles digestifs, d'autres qui feront des maladies cardiovasculaires. Et donc, le stress on dit un mot un peu compliqué qui est pléiotrope, c'est-à-dire qu'il a des actions très multiples. Et donc, ça, c'est vraiment important de bien comprendre. En tout cas, au travail, ce déséquilibre entre les contraintes et les ressources qu'on a, cette incapacité à faire face, c'est ça, le stress chronique. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Bensoussan, sur... Non, très, très juste sans même compléter, pour dire combien cette notion-là a permis de porter des progrès en matière de prévention des risques socio-professionnels, par exemple. Donc, combien, en travaillant sur cette dyade, et le docteur Bénichou a introduit des éléments importants à travers la perception, donc c'est la perception qui amène à penser la subjectivité. Et ce qui me paraît déterminant, c'est aussi, alors ça ne porte pas forcément à partir du stress, mais c'est de sortir peut-être de l'idée juste de la causalité directe, et qui peut amener en effet à ces questions, c'est dû à ça, c'est pas dû à ça. En tous les cas, l'observation fait que nous observons des liens. Il est difficile de faire le saut étiologique, comme on a tendance à le faire dans une démarche scientifique. Mais c'est cette complexité que le stress interroge, et c'est toute la richesse de pouvoir discuter de cette thématique. Professeur Théo. Oui, vu sous l'angle du cicatriseur que je suis, on a des éléments physiques, objectifs. C'est-à-dire qu'on peut mesurer par des prélèvements linguaux, par exemple, la cortisolémie. On a des variations. Un travail de dermatologue a permis de mesurer les différences de facteurs de croissance, d'hormones locales qui, au niveau de la peau, créent des modifications qui entraînent une différence de résistance de la peau à des agressions extérieures, immunologiques. Donc tout ça fait partie d'un contexte qui est objectivé avec des données qui sont des données scientifiques. Et pour nous, cicatriseurs, ça a été très compliqué de faire le lien entre ce stress chronique et le retard de cicatrisation. Alors c'est arrivé, ça a mis du temps, ça a mis une quinzaine d'années, mais il y a eu des études, alors on appelle ça randomisées, contrôlées, c'est-à-dire contre groupe témoin, on va dire, qui ont permis de dire que effectivement, il y avait, comme le disait le Dr Bensoussan, des éléments qui nous échappaient encore, mais que petit à petit, on arrivait à collecter quelques petits éléments qui allaient dans le sens d'une altération physique consécutive au stress. Donc, si je comprends et si j'interprète bien ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le corps réagissant, nous développons différentes formes on va dire, de symptômes sur la peau, etc. Et pour soigner ces symptômes-là, il faut aussi gérer son stress. On travaille sur les deux. C'est ça, professeur Théo, vous êtes obligé de prendre en compte et de discuter sans doute avec le patient, c'est ça aussi ? Je crois. Alors ça, c'est la partie thérapeutique, si vous voulez, qu'on peut ouvrir. Effectivement, nous, sous l'angle du chirurgien qui prend en charge une personne, l'analyse du stress, on n'est pas psychiatre, mais on est obligé de le devenir un peu ou de l'être un petit peu. C'est-à-dire que l'analyse du comportement, alors, globalement, on a différents types de stress. On a la personne qui rentre, à qui on annonce qu'il faut faire une intervention chirurgicale, qui sort et qui dit à l'infirmière dans le couloir « j'ai rien compris ». Donc ce stress-là est relativement simple parce que c'est de l'accompagnement, c'est de la discussion, de l'explication. Et puis après, vous avez les gens qui sont tellement stressés que la proposition thérapeutique qui va être faite, ils ne pourront jamais la vivre, l'accepter, parce que c'est au-delà de leur capacité. Le stress les empêche de rentrer dans ce parcours-là. Docteur. Oui, c'est très, très intéressant. Il y a aussi des outils de mesure pour les psychiatres ou les psychologues du niveau de stress à travers des attitudes, des comportements, des sensations qui permettent de mesurer un niveau de stress, et c'est extrêmement précieux et très intéressant. On est capable de quantifier et on est dans une démarche qui se rapproche de ce que décrit le professeur Théo. Mais ce qui est très intéressant derrière cette quantification, c'est qu'on est au cœur d'une question centrale de la médecine aujourd'hui, du rapport entre le corps et l'esprit, ou entre le corps et l'âme. Et on est dans ce débat. Et on voit qu'il y a des modifications endocriniennes, qu'il y a des modifications de marqueurs immunologiques qui sont en rapport avec des situations.
Donc on est en pleine discussion centrale autour de ce concept sur quels sont les liens, comment penser ces choses-là et ces problématiques-là, et de voir que l'on s'adresse à l'individu malade autant que l'on s'adresse à une maladie. Et ce qui est dit de manière remarquable sur la cicatrisation des plaies, donc il n'y a rien de plus objectif qu'une plaie et qu'un processus de cicatrisation, on voit bien comment c'est influencé par d'autres facteurs. Et là, on est en tous les cas sur des pistes de recherche pour demain qui sont très importantes, d'arriver à penser autrement des soins dans de telles situations. Docteur Bénichou, vous voulez rajouter peut-être quelque chose sur, et je passerai la parole aussi à Sophie Méry, sur cette, on va dire, cette double prise en charge finalement des personnes qui sont victimes du stress à double titre peut-être. Oui, j'ai trouvé que les interventions du docteur Bensoussan et du docteur Théo sont très concrètes, donc c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vrai aussi que à l'origine, le mot stress a été inventé par un biologiste. Hein. Hans Selye, c'était un biologiste. Donc lui, il a regardé l'adrénaline, le cortisol, il est allé regarder toutes les modifications que le stress fait dans notre organisme. Mais aujourd'hui, ce sont les psychologues et les sociologues qui nous apprennent justement donc le lien entre le corps, j'allais dire, et l'âme, ce que vous dites, docteur Bensoussan. On cherche aujourd'hui des actions pour mieux gérer son stress, pour mieux, j'allais dire, vivre avec le stress. Parce qu'on vit dans un monde qui est super stressant par rapport à il y a 20 ou 40 années. En tout cas, les niveaux de stress ne sont pas les mêmes. Et nous qui mesurons l'évolution des niveaux de stress, on voit bien que le stress croît. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension-là. Et donc, je dirais, oui, la biologie est importante, mais aujourd'hui, les comportements et la façon dont je perçois, c'est pour ça que la perception est importante, dont je perçois les choses, elle est au moins aussi importante que la réalité. Mhm. C'est un petit peu complexe ce que je dis là, mais j'espère que ce sera compréhensible, parce qu'effectivement, je dis souvent que la façon dont on voit le stress dans nos vies, c'est un peu comme des lunettes, en fait. Vous voyez, c'est la façon dont on va mettre les lunettes et qu'on va se dire, est-ce que je vais voir les choses de façon très négative ou très positive? Alors, voilà, c'est aussi apprendre une culture, euh, j'allais dire, de prise de recul sur un certain nombre de choses, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que le stress chronique aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout une perception. Alors, on va revenir avec vous dans un instant, Sophie Bénichou. On va parler du monde de l'entreprise et du coût humain, hein, parce que c'est aussi important de bien comprendre ce qui se passe. Sophie Méry, directrice des termes d'Aven, quand les personnes viennent pour une cure, pour soulager, hein, ce que vous décriviez tout à l'heure, des démangeaisons qui leur pourrissent la vie, pour parler clairement, est-ce qu'on prend en compte aussi cet aspect de l'âme, de ce qui se passe dans leur vie, de manière à les aider sur les deux tableaux, quelque part? Oui, bien sûr, parce que pendant les 3 semaines pendant lesquelles les curistes vont rester pour recevoir leurs soins thermaux, ils se livrent, ils tissent un relationnel avec les agents thermaux qui les encadrent dans les soins. Et donc, c'est des choses très personnelles qui peuvent être livrées. Et souvent, ils nous disent qu'ils arrivent jusqu'à nous parce qu'ils n'ont pas eu de psoriasis ou d'eczéma pendant des années. Et à la suite d'un deuil ou d'un événement personnel, un événement de vie, hein, ça peut être des examens, ça peut être un déménagement aussi. Ils ont fait une poussée de ces maladies chroniques et on voit apparaître donc des poussées inflammatoires qui reviennent. Alors pour les aider, en complément des soins d'hydrothérapie, on propose de l'éducation thérapeutique. Donc c'est aussi un des outils qui est proposé pour la gestion du stress, des exercices de respiration pour les aider à faire diminuer en fait cet état qui peut être ressenti, et aussi savoir détecter les facteurs déclenchants et qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une poussée. Donc, on leur apprend à détecter ce genre de facteurs, à les aider à réfléchir. Après, ça vient d'eux, hein, c'est des ateliers soit en collectif, soit en individuel. Et l'éducation thérapeutique a vraiment fait ses preuves pour améliorer cette composante sur la qualité de vie des patients avec des pathologies dermatologiques chroniques. Où est-ce que vous en êtes au niveau des recherches, justement, pour le traitement de ces maladies de peau liées aux effets de stress qui sont nombreux, hein, visiblement?
Alors, je peux citer des travaux du professeur Laurent Misery, qui est un professeur au CHU de Brest et qui a démontré la présence de terminaisons nerveuses qui vont générer en fait, lorsque le prurite, c'est-à-dire la démangeaison, est présente, il y a vraiment un titillement par le biais des terminaisons nerveuses qui est directement lié finalement au cerveau et qui explique en fait toute cette cascade et ce phénomène de stress et de grattage finalement. En fait, il a montré que chez ces personnes qui ont des pathologies chroniques et notamment l'eczéma, il y a une résurgence du grattage lorsque les patients sont chez eux le soir. Donc, on se dit, bon, ben, finalement, tous les autres stimuli ne sont plus là et ils sont plutôt au repos. Donc, c'est devant la télé au moment du coucher de l'endormissement que la sensation de grattage est prédominante. Donc, ça montre que peut-être que les préoccupations professionnelles de la journée ont atténué ça. Et une fois que le stress journalier du travail est passé, ben finalement, il y a une recrudescence de cette sensation de grattage parce qu'on repense là à nouveau à sa maladie. Donc, ça montre vraiment un lien très étroit entre la peau et le cerveau. Alors, on reviendra avec vous, Sophie Méry, dans un instant. Sophie Bénichou, je rappelle, vous êtes fondatrice de Better Human Company. C'est un cabinet de conseil pour les entreprises, justement, pour améliorer les conditions de travail. Votre livre, Et si on travaillait autrement, aux éditions Erol. Justement, le coût du stress au travail, parce qu'on pourrait dire, après tout, c'est au salarié de finalement gérer un tout petit peu son stress, d'essayer d'apprendre à vivre avec ou de l'atténuer. En gros, c'est à lui de trouver les solutions. Mais vous dites non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Comme vous dites, Christine, franchement, je pense que la personne, elle a intérêt à prendre soin de sa propre santé. En revanche, l'employeur, il a une obligation de protéger la sécurité et la santé de ses salariés, et aussi bien la santé physique que la santé mentale. Ça, c'est le code du travail, hein, c'est écrit noir sur blanc, ce qui est une sacrée charge d'ailleurs pour tous les employeurs. Mais l'employeur doit, lui, se charger de mettre les salariés dans des conditions collectives, donc là, on doit travailler sur du collectif et pas sur de l'individuel, de mettre donc ses salariés dans une situation dans laquelle il ne va pas mettre de risque pour la santé. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus. Si, Mais en si. tous les cas, c'est vraiment important de bien comprendre cette différence. L'individu, je dis toujours aux gens, n'attendez pas à ce que l'entreprise prenne soin de votre santé. C'est à vous de prendre soin de votre santé. En revanche, l'entreprise doit prendre soin de la santé collective de l'ensemble de ses salariés. Déjà, c'est un premier point concret de différence. Après, j'ai oublié le début de votre question. Le début de la question, c'est pour comprendre les enjeux aussi économiques de cette gestion du stress. Voilà. Parce que c'est quantifié très précisément. Oui, très précisément. Alors, c'est pas moi qui l'ai quantifié, mais le stress, en gros, ça coûte cher aussi aux entreprises. Ça coûte cher parce que c'est de l'absentéisme, c'est du présentéisme aussi. Donc l'absentéisme, c'est quand les gens sont pas là, et donc là, il faut les remplacer, il faut reformer des gens. Le présentéisme, c'est quand les gens sont présents au bureau, mais qu'ils ne sont plus vraiment concentrés sur leur travail. Ils sont là, ils font leurs heures, mais ils sont plus efficaces. Et ça coûte aussi très cher aux entreprises. Et ça ne se voit pas forcément, si vous voulez. Parce que ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est ce que j'appelle les coûts visibles. Les coûts visibles, c'est quoi? Ben, c'est les burn-out, les suicides, l'absentéisme, ça se voit quand les gens ne sont pas là. Mais tout le reste, tout le désengagement et le présentéisme, ça ne se voit pas, c'est des coûts cachés et qui sont énormes. Et aujourd'hui, il y a un institut à Lyon qui s'appelle Iséor, qui est un institut qui justement s'est donné pour mission de quantifier ces coûts cachés et de voir un petit peu combien ça coûtait. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont toujours très impressionnants, hein, puisqu'ils disent qu'en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, le coût du stress au travail varie de 15 000 à 45 000 euros par an et par salarié. C'est colossal. Je répète, entre 15 000 euros et 45 000 euros par an et par salarié. Donc, ça dépend si vous êtes dans une très grosse entreprise ou dans une plus petite, mais donc ça a un vrai coût. D'où l'importance de mettre en œuvre de la prévention et donc de traiter les causes du stress.
de pas seulement traiter les symptômes. Aujourd'hui, je trouve que même si on a beaucoup progressé, on traite encore et on passe beaucoup de temps à traiter les symptômes et pas suffisamment les causes. Quelqu'un veut rajouter, docteur Bensoussan, sur ce stress au travail, les conséquences directes et indirectes finalement. Oui, moi je pense en abordant les choses ainsi, c'est très, très intéressant parce qu'on voit bien comment le stress, qui reste quelque chose de physiologique d'une certaine manière, évolue vers des aspects physiopathologiques et vers des pathologies, hein. Nous, en tous les cas, comme médecins, on intervient au niveau de la pathologie, d'une prévention secondaire, et que des actions essentielles en prévention primaire sur cette notion de stress, c'est-à-dire qui apporte quand même une possibilité de repérer ce lien avec l'environnement par rapport à l'autre. Il faudra qu'on traite aussi des relations entre l'anxiété et le stress. Donc on est déjà sur des notions qui sont un petit peu différentes. Et pour revenir aux pathologies dermatologiques ou d'autres, on ne peut pas aborder cette question sans être en référence avec un mot qui n'est pas du tout adapté, qui est trop source d'ambiguïté, mais qu'on peut dire là parce que c'est assez évocateur pour chacun, cette notion de pathologie psychosomatique, c'est-à-dire qui sont des pathologies somatiques, hein, dont on ne discute pas, l'eczéma, on en a parlé, et d'autres pathologies, mais dont on sait bien qu'il y a des liens avec la façon d'être, avec la situation de vie. Donc je crois qu'on est sur une pensée moderne quand on arrive à aborder la pathologie avec cette connaissance extrêmement fine des recherches somatiques qui sont faites et qui mettent en évidence des dysfonctionnements, mais qu'il faut coupler à d'autres formes de recherche, plus sur le plan de la psychologie, de la psychopathologie, qui vont amener, comme par exemple dans certaines maladies dermatologiques ou allergiques ou autres, de repérer des facteurs qui peuvent avoir lien, par exemple, avec l'identité, avec la difficulté pour chacun de se constituer une identité. Alors, on va continuer sur ces questions-là, et notamment sur le facteur de l'environnement. Professeur Théo, est-ce que notre environnement aujourd'hui est plus anxiogène? On est plus sur les écrans, on est plus connecté. Est-ce que tous ces facteurs-là, je m'adresse un peu à tout le monde, accentuent ce niveau-là et donc a des répercussions après sur les réactions du corps humain? Alors, certainement, le fait d'être connecté en permanence à des informations qui viennent du monde entier vont générer des niveaux de réaction qui sont très variables et puis qui sont très personnels. Notre collègue Bensoussan l'a bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun va réagir en fonction de ses bagages, de son vécu, de la façon dont Mais il se peut très bien que cette multitude d'informations et les écrans en délivrent chaque minute, je dirais, sont des sources de tri dans l'esprit pour savoir si c'est anxiogène ou pas. Est-ce que le fait que nos camarades se mettent à avoir une attitude totalement déconnectée par rapport à nos pratiques, qu'est-ce que ça génère? Est-ce que ça génère de la réflexion, de l'angoisse, du stress et les conséquences que ça peut avoir sur notre vie quotidienne? Donc oui, je pense que la situation actuellement de quelqu'un qui est... D'ailleurs, pour revenir au monde du travail, je connais quelques chasseurs de tête, entre guillemets, qui analysent leurs candidats en fonction de leur résistance au stress. Donc il y a là quelque chose qui fait partie de critères de sélection. Et il est évident que lorsque ce stress devient une charge trop importante pour l'individu, le stress va devenir pathologique et entraîner toute une série en cascade de situations qui vont aller jusqu'au désespoir. Sophie Bénichou, sur cet, on va dire, apprentissage de la résistance au stress, ça s'apprend? Question toute simple. Alors oui, on peut se former pour devenir plus résistant au stress, et c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure dans la perception. Oui. Prendre de la distance par rapport à ce qui nous arrive et donc mettre les lunettes qui permettent que, il y a des gens qui sont dans des situations très stressantes qui arrivent à s'en sortir très bien. En revanche, clairement, vous avez aussi, des populations comme par exemple, je pense, on est sur Toulouse, aux pilotes qui sont, dans des cockpits où parfois ils ont des tensions très importantes avec beaucoup d'informations à devoir gérer en même temps. Donc eux sont formés à ça. Quand on arrive la première fois, on a l'impression que c'est énorme, qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais ils sont formés, donc oui, on peut se former.
En revanche, attention, chaque individu a ses propres limites. À partir d'un certain niveau, je dis souvent, c'est comme la résistance d'une table, si vous voulez. Quand la table, voilà, si moi je frappe avec mon poing sur une table, la table, ça va rien lui faire. Mais si effectivement la pression devient très forte et qu'il y a une massue qui tombe dessus, la table va s'écrouler, va casser. Nous, Mmh. êtres humains, on est pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand il y a un niveau de stress trop élevé et trop chronique, eh bien, on finit par craquer. Et je dis souvent, c'est pas la fragilité de l'individu, souvent qui est en cause. Parce que souvent, on met trop ça, sur le dos de la fragilité de certains types d'individus. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est de réfléchir à justement avoir une vision plus organisationnelle, plus systémique, plus globale, en fait, pour se dire: «Mais est-ce que c'est pas l'organisation du travail qui serait plutôt en cause?» Je sais pas là encore si je suis claire parce que Oui. c'est vraiment important de bien comprendre la différence entre, j'entends tellement les patrons me dire: «Ah bah oui, mais ils ont du stress parce que c'est des individus fragiles». Non, on est tous fragiles, mais il faut aussi se poser la question de l'organisation du travail, des conditions de travail, de la qualité du management, des relations interpersonnelles au travail. Vous voyez? C'est ces sujets-là qui sont centraux sur le stress au travail aujourd'hui. Alors justement, docteur Bénichou et docteur Bensoussan, un commentaire sur cette notion de fragilité. Est-ce que les gens qui sont, entre guillemets, victimes du stress culpabilisent finalement de ne pas être assez résistants? Ah, sûrement, sûrement, ce qui est dit est très important, sûrement. Mais on parle du stress, je pense qu'il faut parler aussi de l'absence de stress, hein, et qui elle-même porte des aspects souvent très pathologiques chez des personnes qui ne ressentent pas de stress, qui sont capables de s'adapter à toute situation et qui réussissent peut-être parfaitement sur le plan de performance, voire sur un plan professionnel, voire sur un plan social. Mais je crois que cette absence de stress peut interroger et souvent est retrouvée dans certaines pathologies sévères chez des personnes qui ne sont pas en mesure de percevoir justement leur état de tension physique et leur état émotionnel. Ce que vous voulez dire, c'est que de montrer qu'on est stressé peut aider. Ben voilà, c'est juste pour relativiser les choses. En effet, il peut y avoir des formes très pathologiques, il y a des états de stress post-traumatique qui constituent des formes de pathologie. Puis il y a un fonctionnement qui n'est pas peut-être pathologique en soi, qui est en lien avec ce que l'on est en train, les Mm. situations de vie que chacun peut traverser, et qu'en même temps, parler du stress impose de parler de l'absence de stress et de voir qu'est-ce qu'il y a chez des personnes qui ne comprennent pas ce qu'est le stress, qui n'ont jamais vécu de situation de stress. Moi, je voudrais, Sophie Méry, et À avec vous l'inverse, également, professeur Théo, intervenir aussi sur les désordres cutanés des conséquences du stress. Sophie Méry, alors les termes d'Aven traitent des pathologies bien précises, mais ce désordre cutané, il se matérialise comment finalement? Quels sont les types de pathologies, types de problèmes de peau que l'on a quand on n'arrive plus à gérer son stress, en tous les cas que le corps exprime le stress que l'on vit? Encore une fois, hein, le stress n'est pas à l'origine des maladies chroniques telles que l'eczéma et le psoriasis, c'est juste des facteurs aggravants Aggravant. donc, qui vont favoriser la survenue de poussées inflammatoires. Et ça se manifeste de quelle façon? Par des plaques rouges. Une inflammation, c'est quoi? C'est des rougeurs sur la peau, du prurite, c'est-à-dire du grattage. Dans le cas du psoriasis, ça va être des plaques qui vont s'épaissir avec des squames qui vont se déliter au fur et à mesure. Ça se manifeste comme ça. Ce qui est très gênant pour ces patients, c'est le regard des autres finalement. Et pendant longtemps, on s'est dit, il faut essayer de changer de regard sur les maladies cutanées. En fait, on peut se dire qu'il y a un réel intérêt avec certaines approches comme les thérapies comportementales qui vont plutôt aider les patients à s'armer du regard que peuvent avoir les autres sur leur maladie de peau plutôt que de faire changer les autres. Donc c'est la nouvelle tendance de se dire armons-nous en tant que patients pour mieux affronter le regard des autres, affronter cette curiosité qui peut avoir différents versants, une curiosité bienveillante comme une curiosité un peu malsaine. Donc, on est plutôt sur cette approche d'aller aider les patients à surmonter ces pathologies afflichantes.
Professeur Théo, vous en parliez au début, à quel moment on a fait le lien entre stress, problème de cicatrisation? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse ce lien d'ailleurs? C'est-à-dire que chacun vit avec son mode de cicatrisation. Il n'y a pas, des modes de cicatrisation différents. L'intérêt de cette discipline, c'est de tenir compte de tous les facteurs, les cofacteurs, très bien dit. C'est pas un facteur, c'est pas le stress qui empêche la cicatrisation, c'est le stress plus une série d'autres facteurs. Mais dans ces cofacteurs, chacun va pouvoir avoir une capacité de cicatrisation qui est fonction d'éléments vraiment formels comme la vascularisation ou l'hyperappui. Mais une fois qu'on a, et c'est le rôle de nos collègues, de ce qu'on fait, c'est de mettre la cicatrisation dans sa meilleure position biologique pour arriver à ce que l'épiderme se referme. Et là, on voit que il y a un élément qui est apparu comme une fois qu'on a réglé les autres éléments, qui est personnel et qui est la façon dont l'espoir de cicatriser se concrétise ou pas. Et sur des non-espoirs, je me souviens, il y a 30 ans, un ulcère de jambe, médecin généraliste disait à la personne, écoutez, vous vivrez avec ça et vous mourrez avec ça. Ça, c'était pas bon, parce que évidemment, il n'y avait aucun élément qui permettait d'espérer que ça cicatrise. Les choses ont bien changé, techniquement, mais aussi psychologiquement. Et on a un travail. J'ai entendu un mot tout à l'heure qui est important, éducation thérapeutique. Pour nous, c'est vraiment un élément fondamental. Pour mettre la situation dans l'état de marche vers une cicatrisation finale, il faut qu'il y ait de l'éducation thérapeutique, et cette éducation thérapeutique va comporter des éléments techniques pour supporter une botte, par exemple, sur un pied diabétique, mais également l'élément fondamental qui est la guidance, l'accompagnement, la répétition d'un message positif qui va finir par rentrer dans le personnage et qui va lui faire voir les choses différemment. Alors, on a pour les uns et les autres des questions qui nous sont arrivées. Certaines viennent effectivement par les réseaux. Alors, quel professionnel de santé puis-je consulter si mon médecin généraliste ne veut pas reconnaître que les tourments musculaires et vertiges sont en lien avec un stress post-traumatique? Et la question, enfin, dans cette question, c'est: j'ai subi une agression physique au travail. Comment faire reconnaître cette invalidité par la CPAM, et surtout, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour me soigner? Alors, docteur Bensoussan et Sophie Bénichou, peut-être mon médecin généraliste, c'est mon premier interlocuteur. Oui, le médecin généraliste est le premier interlocuteur. Donc déjà, il y a un dialogue, un échange avec le médecin patient qui peut être porteur Et si son médecin ne veut pas de désaccords. voilà. S'il y a des désaccords, il y a la possibilité d'ailleurs de compléter ce désaccord, de l'étayer par d'autres explorations, par d'autres avis médicaux, soit d'autres généralistes, soit d'autres spécialistes. C'est tout à fait possible. Et ensuite, la détermination d'une invalidité passe par des démarches d'expertise un petit peu plus poussées qui vont amener à chercher des éléments d'objectivité. Mais on est au cœur de cette difficulté d'évaluation entre ce qui va être objectivable et ce qui va être de l'ordre de la subjectivité. Et quand on parle de subjectivité, on parle de perception tout à l'heure, ça n'est pas uniquement ça, c'est une subjectivité qui peut être consciente, et c'est une subjectivité aussi qui n'accède pas forcément à la conscience, qu'on peut retrouver, si on s'intéresse aux rêves, dans l'expression des rêves, qui est une autre façon de pouvoir mettre en scène ou accéder à cette subjectivité qui fait partie de la vie onirique, qui appartient à chacun. Voilà. Donc il faut continuer un dialogue, il faut persister, il faut faire donner crédit à la parole de chacun et aux patients qui se sentent très en difficulté ou invalidés par des agressions et par un dommage qu'il faut évaluer. Mais là, on est sur un autre registre de l'évaluation des dommages. Oui. Sophie Bénichou, sur cette notion, comment faire reconnaître entre guillemets, cette invalidité par la CPAM, la sécurité sociale, et quelles sont les méthodes les plus efficaces pour me soigner, pose ce lecteur ou cette lectrice. C'est long et c'est compliqué. En revanche, la première chose à faire, c'est que si on veut faire reconnaître un stress post-traumatique, il faut déjà faire évaluer le traumatisme dès le départ. Et c'est pour ça qu'il faut déclarer, quand il se passe un événement grave de ce type-là, il faut le déclarer en accident du travail. Voilà. Ça, c'est le premier point concret que je pourrais vous donner.
Mais parce qu'effectivement, quand c'est un accident du travail, c'est autre chose. C'est-à-dire il faut expliquer qu'il y a vraiment eu un traumatisme. Sinon, vous allez, pardonnez-moi l'expression, galérer à démontrer Mmh. votre stress post-traumatique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Autre question, pourquoi est-il dangereux quand le stress devient chronique, qui pourrait rejoindre d'autres questions? Comment savoir que l'on souffre d'un stress chronique? Qui veut se lancer sur cette question? Sophie Bénichou, comment on le sait, le stress chronique? Alors, Comment on sait qu'il je, devient je chronique? je m'appelle Florence, Christine, pardon, mais Pardon, oui. c'est pas grave. Euh, non, non. Donc, moi, je trouve que le premier élément qui est modifié quand on a un stress chronique, le premier, c'est le sommeil. C'est des troubles du sommeil. Et c'est plutôt, non pas des difficultés d'endormissement, mais c'est plutôt du réveil en milieu de nuit, entre 4-6 heures du matin, 3-4 heures du matin, voilà. Ça, pour moi, c'est un des symptômes majeurs. Ensuite, les 2 autres ou 3 autres symptômes qu'on voit très souvent et qui sont, j'allais dire, concomitants avec ces troubles du sommeil, c'est l'irritabilité, une très grande fatigue, c'est, aussi une difficulté à se concentrer. Très important, cette difficulté de concentration. Cette difficulté à avoir une attention professionnelle ou une attention tout court vis-à-vis de sa famille, hein. Donc ça, c'est des éléments, irritabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on explose très vite, difficulté de concentration et d'attention dans le travail et puis trouble du sommeil. Moi, je dirais, voilà, quand on cumule ces 3 éléments, là, il faut se dire qu'on est effectivement dans un stress chronique. Alors, je m'adresse à cette fois Sophie Méry sur la conséquence de ce stress sur la peau. Aujourd'hui, est-ce que vous avez on va dire un profil type de patient qui vient en cure au terme d'Aven? Est-ce qu'il y a vraiment un profil qui se répète dans les personnes qui viennent sur les termes? Vous avez des Alors, citadins, des... je pense pas qu'il faille catégoriser nos patients avec des profils types. Après, on est tous exposés à des vies stressantes et c'est notre niveau de capacité à cette résistance au stress qui va faire que c'est plus difficile à maîtriser ou pas et qu'on peut se retrouver avec des poussées de maladies chroniques telles que des dermatoses inflammatoires. Il n'y a pas de profil type, c'est le niveau de résistance au stress dont parlait Florence Bénichou tout à l'heure. Ouais. Alors, l'autre question qui arrive également, est-ce que quand il devient chronique, ce stress peut-il être cancérigène? Donc, professeur Théo, vous dites oui de la tête. Oui, je dis oui de la tête parce qu'on a parlé tout à l'heure de psychosomatique. Il est clair que une femme sur 8 a un cancer du sein et la plupart viennent de vivre ou une séparation ou un divorce ou un choc affectif et qu'il y a un institut psychosomatique à Paris qui travaille sur cette relation et qui arrive à vraiment affirmer à l'heure actuelle qu'il y a un lien entre ce qui se passe et qui est grave dans votre vie et la survenue de pathologies. Alors ça peut être des cancers, ça peut être autre chose, hein, des colopathies fonctionnelles, cardiaque, il y a multi-pathologies, je dirais. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est extrêmement important. Ce sont les recherches que j'évoquais tout à l'heure, très rapidement. Ce sont des voies extrêmement importantes, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à la thérapeutique, par exemple d'un cancer ou d'une pathologie cancéreuse, et d'explorer tout ce qu'il y a de lié à tout cela, sans en faire de lien de causalité directe. Mais ce sont des voies extrêmement importantes et des facteurs dont il faut tenir compte pour améliorer le rétablissement, la récupération et les aspects de guérison. Donc ces questions se posent, qui doivent séparer, enfin en tous les cas, la coupure qu'il peut y avoir entre les pathologies organiques et les pathologies psychiques. Alors, Florence Bénichou, une question pour vous. On nous demande de redonner le nom de l'institut dont vous avez parlé à Lyon. Alors l'institut s'appelle ISEOR et il dépend de l'université de Lyon, hein, donc vous tapez ISEOR et donc ils ont des chercheurs qui travaillent beaucoup sur tous ces sujets. Et sur la question, le stress chronique peut-il être cancérigène? Vous aussi, vous avez fait oui de la tête. Alors oui, je fais oui de la tête parce que je pense qu'on ne peut pas dire stress égale cancer.
Aujourd'hui, on n'a pas la démonstration scientifique. En revanche, comme disait effectivement le docteur Bensoussan et le docteur Théo, clairement, c'est un facteur aggravant. Et aujourd'hui, on a plein de faisceaux concordants pour dire ça. Donc, que ce soit l'Institut de médecine psychosomatique ou d'autres, réfléchissent sur ces sujets-là. En revanche, aujourd'hui, on a des démonstrations claires entre stress, et là des relations directes, et maladies cardiovasculaires. Alors, j'ai envie Alors, de je ne sais prolonger pas ma encore si question. on a sur, Je voulais prolonger ma pardon, question sur avec des stress et questions qui nous dermatite, arrivent. par exemple, mais Voilà, sur des pathologies autres que des problèmes de peau, qui peuvent être, on va dire, la liaison directe avec le stress. Donc, vous parlez de maladie cardiovasculaire. Quelle est la liste, malheureusement longue liste, de ce que l'on peut relever avec les effets du stress? 3. on a trois pathologies principales dont on sait aujourd'hui que le stress est directement en lien avec les pathologies. Les premières pathologies, ce sont les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des douleurs invalidantes au niveau des articulations, en particulier des poignets, des coudes, des épaules, de la colonne vertébrale, parce qu'en fait, le stress, c'est une pression, et quand il y a une pression, une tension musculaire forte, ça stresse les tissus, ça stresse en fait les systèmes vasculaires et nerveux, qui fait qu'en fait, il y a un trouble de l'irrigation. Et donc, les cellules ne sont plus bien irriguées. Et comme elles ne sont pas bien irriguées, elles finissent par faire de la micromort cellulaire. Et c'est ça qui crée ces douleurs très invalidantes. C'est pour ça d'ailleurs que je donne souvent cet exemple des pays nordiques, et en particulier de la Suède. Ils ont fait réduire 80% de leurs troubles musculo-squelettiques en faisant faire des étirements, en fait, toutes les 2 heures, pour que ça recircule, en fait. Parce que ça libère la pression musculaire. Et les troubles musculo-squelettiques, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est la première cause de maladies professionnelles en France. Donc c'est très important. Deuxième pathologie, ce sont les dépressions. Les dépressions au travail, on en a de plus en plus. On a aujourd'hui un chiffre énorme. Après le Covid, on était autour de 10% de la population salariée qui était en dépression, et aujourd'hui, on a des chiffres qui montent à 18%. Donc, on est vraiment sur des chiffres très élevés de dépression. Je laisserai peut-être le docteur Bessoussan en parler plus longuement que moi, et c'est plus un spécialiste que moi encore de ces sujets-là. Et je termine par le troisième type de pathologie, qui sont, j'allais dire, les maladies cardiovasculaires dites précoces. Quand on fait des stress chroniques très intenses, et très répétés, très prolongés, on peut à 45 ans, 47 ans, 52 ans, faire un accident vasculaire cérébral. Vous savez, l'accident vasculaire cérébral, c'était, on disait souvent, c'est la mamie, elle a fait une attaque. Quand la mamie avait fait une attaque, elle avait 85 ans, elle se retrouvait hémiplégique, mais elle avait 85 ans. Aujourd'hui, quand ça vous arrive à 47 ans, votre vie professionnelle, elle est quand même largement obérée. Et donc, on est sur des problématiques graves, précoces. Donc, ça peut être l'accident vasculaire cérébral, mais ça peut être aussi l'infarctus du myocarde. Et on a, j'allais dire, dans les études sur le stress au travail, beaucoup d'exemples d'accidents vasculaires cérébraux en particulier. Ouais, Je citerai que quelqu'un qui en a fait un bouquin, qui a écrit là-dessus, c'était Christian Streff, l'ancien patron de PSA. Il a fait son AVC, il avait 52 ans. Oui. Un commentaire supplémentaire de Dr Bensoussan sur stress et dépression. Oui, là on était parti sur pathologie organique et stress. Là on revient sur la dépression, bien évidemment. Encore faut-il bien définir les éléments, mais c'est clair que en termes d'accident du travail, en tous les cas de souffrance au travail, de pathologie du travail, ce que vient de dire le Dr Benichou est très important, parce qu'il y a des grands groupes où il y a une plus grande fréquence, et il faut s'interroger. Dans les années 1950, il y a eu toute cette voie de recherche de la médecine sur la médecine psychosomatique, avec des identifications de pathologies plus fréquentes qui pourraient être de nature psychosomatique, et en essayer à côté de mettre des traits de caractère, de personnalité pour voir. Il y avait l'ulcère de Thèse dont on n'a pas parlé, qui était des archétypes de faire ce lien. J'ai un ulcère parce que je refoule mon agressivité ou autre chose. Bon, ces pistes sont un petit peu abandonnées parce qu'on est sur des modèles qui sont plus complexes, mais qui laissent poser tout entière la question des liens. Donc c'est la question des liens qui se pose. Bien sûr, il y a des grands groupes de pathologies, mais l'ensemble des pathologies doit être abordé sous cet angle-là.
Non pas qu'il y ait forcément toujours des liens, mais la question des liens doit pouvoir se poser dans une approche médicale un peu modernisée de la pathologie, avec tout ce que l'on peut savoir comme ressources techniques, que ça concerne des stratégies thérapeutiques contre la dépression, que ça concerne ce que le professeur Théo nous montrait sur la question des plaies et cette importance-là de la cicatrisation. Je crois qu'on doit aller dans ce sens-là et ça me paraît très, très important. Autre question qui nous est parvenue également sur ce lab santé. Est-ce que le stress fait perdre la mémoire et est-ce que quand on est stressé, on peut perdre ou gagner du poids? Est-ce que ce sont des indicateurs, la mémoire et le poids? Tout le monde dit oui de la tête. Florence Bénichou. Oui, clairement, ça fait partie des symptômes. Je ne les ai pas tous cités Oui, tout à l'heure, oui. mais les troubles du comportement alimentaire avec des prises de poids ou des pertes de poids sont très visibles dans le stress chronique. Les troubles de la mémoire, ça faisait partie aussi des troubles de l'attention dont je parlais tout à l'heure. C'est effectivement des signaux qu'on appelle des signaux faibles. Et quand on associe plusieurs de ces signaux faibles, eh ben, effectivement, on finit par dire oui, je suis en stress chronique. Oui, Et c'est oui, important d'identifier ces signaux faibles. bien sûr. Oui, Docteur non, les Bensoussan. symptômes sont assez riches et ces questions sont pertinentes. Bien sûr, ça peut influer, mais on est beaucoup sur des pathologies du rythme. C'est-à-dire C'est-à-dire sur la possibilité d'être dans des rythmes qui sont aussi des rythmes biologiques. Ça a été sur le rythme veille-sommeil, c'est sur le rythme alimentaire, c'est sur le rythme de la tension et de la détente. On a bien dit ce qu'ont fait les Suédois, par exemple. C'est sur le rythme d'un état de possibilité de se concentrer ou de laisser flotter sur la tension. Donc, c'est intéressant aussi d'aborder ces problématiques sous cet angle-là, c'est-à-dire de ce qui peut être regroupé sous des pathologies du rythme. Autre question, est-ce que ça réduit la durée de vie? J'imagine que c'est pas, on n'a pas quantifié encore, mais l'un va avec l'autre. Professeur Théo? Je pense que oui, la dépression je pense que c'est le désespoir, la fin du stress, c'est l'impasse. Et là, il y a effectivement des impasses qui tuent, que ce soit tout à l'heure, il m'est venu, mais docteur Bensoussan est plus qualifié que moi, mais l'anorexie mentale est-elle liée au stress? Est-ce que c'est il y a des situations qui évoluent mal et qui finissent par être létales. Et parmi les causes, effectivement, le stress menant à une impasse est certainement la cause de suicides qui peuvent être, il y en a encore beaucoup dans notre pays. Un commentaire là-dessus sur. Alors, moi j'avais plutôt une question un peu d'ordre général avec vous tous, c'est-à-dire que, par exemple, on a Marie qui nous a écrit en disant « Je me reconnais dans beaucoup de situations que vous venez de décrire, mais je ne souhaite pas prendre de médicaments. » Pas sûr qu'il y ait un médicament anti-stress. Voilà, c'est ça. C'est plein de petites choses à mettre en place. L'éducation thérapeutique, l'accompagnement, la prise en compte sociologique, Mme Bénichou en parlait, la valorisation de l'individu sont des médicaments peut-être plus efficaces que le Valium. Oui. Sophie Méry, depuis les termes d'Aven, là on est sur du traitement vraiment ciblé, mais c'est un traitement, on va dire, aussi de l'âme quelque part, de prendre soin de sa peau à un moment donné. Oui, la peau est le reflet de l'âme, c'est un fait, c'est Paul Balvy, je crois, qui disait ça. Ouais. Quand on prend soin de soi, déjà quand on accueille les curistes ici, c'est qu'ils ont déjà fait une démarche et on les remercie parce qu'on leur dit vous avez déjà fait un grand pas en arrivant jusqu'ici. Une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que la médecine thermale, c'est perçu un peu comme une médecine douce, naturelle, puisqu'on traite avec des eaux thermales. Mais c'est le début d'une thérapie. Donc, est-ce qu'après, c'est un pas vers un retour dans un parcours de soins? Ça serait bien. On accueille ici des patients qui n'ont jamais vu de dermatologue de leur vie, parce que l'accès au dermatologue n'est pas si facile que ça. Et on espère qu'on les libère après ces 3 semaines de cure en ayant remis un pied dans un parcours de soins. Par le biais de ces médecines un peu douces. Donc, c'est quelque chose qui peut être perçu positivement, oui.
Quel conseil vous donneriez pour... on va arriver au terme de cette émission, mais on va commencer avec vous, Sophie Méry, puisque vous avez la parole, sur cette notion de stress et ses conséquences sur la santé. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent ? Peut-être d'être en alerte par rapport aux signaux dont parlait le docteur Bénichou, tous ces signaux qui doivent nous alerter sur des choses qu'on ne doit plus, peut-être pas accepter, mais en tout cas nous alerter sur un niveau qui commence à être trop important et ne pas nous entraîner vers une chute irrémédiable. Donc être vigilant par rapport à ces signaux. S'écouter en quelque sorte. Oui. Merci Sophie Méry. Professeur Théo, qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement ? Quels conseils vous pourriez donner sur cette notion stress et ses conséquences sur la santé ? Par où commencer ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui identifie, qui soit en alerte. Et peut-être là, c'est le rôle des équipes de soins primaires, du médecin généraliste. Les patients qui sont en stress important, est-ce qu'ils ont un médecin référent ? Est-ce que ce médecin référent les écoute ? Est-ce qu'il y a une personne qui les écoute ? Est-ce qu'un aidant peut les écouter ? Donc c'est l'identification du problème qui, à mon avis, est la source de fils que l'on va pouvoir tirer et qui vont pouvoir éventuellement améliorer la situation. Avoir un confident, et c'est plus ça que des médicaments à proprement parler qui me semble être intéressant. Donc il faut écouter ces petits signaux plus que de les laisser de côté, vous dites ? Oui, vigilance. La vigilance. Docteur Bensoussan, qu'est-ce qu'on peut donner comme premier conseil, on va dire, sur cette notion du stress et les conséquences sur la santé ? Non, moi je veux rejoindre ce qui vient d'être dit. C'est vraiment peut-être qu'il faut enseigner aux médecins, enseigner aux professionnels de santé de donner une place aux émotions et d'être très attentif à l'émotion des personnes qu'ils rencontrent et des patients qu'ils rencontrent et de porter, on a parlé d'éducation thérapeutique, une forme de pédagogie sur le fait qu'il est très important de porter attention à ce que l'on peut ressentir et que ça fasse partie du colloque singulier, du dialogue qu'il y a entre un médecin et un patient et aussi un autre professionnel de santé pour être dans des postures de prévention primaire qui peut-être sont des leviers pour améliorer le bien-être, la santé en général. Florence Bénichou, qu'est-ce que vous pourriez donner comme, on va dire, début de conseils à ceux qui nous écoutent ? Allez-y. Alors, deux niveaux peut-être, moi je dirais. Je dirais d'abord, effectivement, prenez soin de vous. Et si vous vous sentez, après tous les symptômes qu'on vient de citer, prenez soin de vous. Alors, à deux niveaux. Au niveau du corps, on sait très bien aujourd'hui que tout ce qui est biofeedback, respiration, sophrologie, méditation, yoga, tout ça, on a même des études scientifiques qui ont démontré l'efficacité. Alors, c'est pas fait pour tout le monde non plus, hein. Il y a des gens qui préfèrent aller faire du sport, du jardinage. Vous voyez, il y a des styles différents. Mais en tout cas, il faut prendre soin de soi et trouver une activité qui nous fasse du bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais, il y a aussi des spécialistes au-delà du médecin généraliste, qui sont des psychologues, qui ont peut-être un petit peu plus de temps aussi pour écouter ces émotions et qui savent aussi prendre la bonne distance parce que, comme vous le disiez, docteur Bensoussan, même les médecins généralistes ne sont pas toujours bien formés à ça, en fait. Donc, c'est compliqué pour eux. Donc, allez voir aussi des psychologues. Moi, je vous engage à aller voir des psychologues. Et puis, je dirais, ne pas laisser non plus tomber les causes. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là. Oui, il faut traiter les symptômes et il y a plein d'outils qui sont non médicamenteux pour le faire, mais aussi chercher à traiter les causes. C'est-à-dire si effectivement vous n'êtes pas bien dans votre travail, bah, posez-vous la question de savoir est-ce qu'il faut que je reste dans mon travail ou si j'aime ce travail et qu'il y a des problématiques d'organisation ou de management, comment je peux faire bouger les choses dans mon organisation? Et vous voyez, là, on est à deux niveaux. S'occuper de soi, mais chercher les causes, très important pour moi, de traiter les causes. Et si vous n'êtes pas bien dans votre travail, il n'y a rien qui vous oblige à y rester. Moi, je vois trop de gens qui restent dans leur travail alors qu'ils n'y sont absolument pas bien. Ils s'en rendent malades. Et je pense qu'à un moment donné, ben, il faut accepter de se dire, oui, je ne suis pas bien là, donc je dois partir et aller voir ailleurs. Autrement dit, ce stress n'est pas une fatalité ? Absolument pas.
Et il ne faut pas l'accepter comme une fatalité, surtout. Le mot de la fin avec vous, docteur Bensoussan, ça n'est pas d'en parler déjà, c'est un début. Oui, oui, enfin, il ne faut pas non plus tout ramener au stress. Enfin, c'est le Oui, thème oui, de oui. notre échange, bien sûr, et tout n'est pas stress. Mais enfin, en effet, ça n'est pas une fatalité. Je crois que c'est une très belle formule. Bon, merci à tous les quatre. En tous les cas, Sophie Méry, directrice des Thermes d'Arvennes, merci beaucoup depuis les Thermes. On vous souhaite une bonne soirée. Docteur Merci Maurice beaucoup. Bensoussan, psychiatre à Toulouse, qui était avec nous. Florence Bénichou, fondatrice de Better Human. Je renvoie à votre livre. Et si on travaillait autrement, c'est aux éditions Erol. Et le professeur Luc Théo, chef du service honoraire au CHU de Montpellier. Merci beaucoup à tous les quatre et à vous également qui nous avez suivis. Cette émission est à revoir autant que vous voulez en replay sur le site de la Dépêche du Midi. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.